Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage que j'ai le plaisir de présenter avec Monsieur Driss Abdi. Salut Alex, 16e. 16e et dernière de la saison pour le Garage. Le Garage le mercredi à 21h, mais aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv et en podcast sur iTunes. C'est gratuit, vous nous suivez, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag qui s'affiche en bas de votre écran. Au sommaire de cette dernière émission de la saison, donc les essais de la nouvelle Mazda CX-5, de l'Opel Crossland X et la présentation d'une petite nouvelle qui n'en finit plus de grandir. J'ai nommé la Volkswagen Polo. C'est super, j'en ai essayé aucune. Bah écoute. Moi non plus. C'est cool. Et bah pour en parler, on prend les mêmes, on recommence. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Et bien sûr celui sans qui les analyses ne sont pas des analyses. Je veux bien sûr parler de l'ami Michel Holtz. Salut Michel. Bah, comme la semaine dernière, je suis en vrai dans le studio au lieu d'être derrière un écran pour la dernière de la saison. Je me suis déplacé. Présente, c'est bien. On va brûler un cierge pour que tu reviennes dans la saison prochaine. T'es sûr que tu veux faire brûler un truc vu la chaleur dans le studio là? On n'est plus à ça près. Voilà, les présentations sont faites, à tout de suite. Allez, encore un de plus, un SUV. Michel, on est parti essayer tous les deux, il y a quelques semaines de ça, un SUV japonais, t'as l'air surpris, dis donc. Un SUV japonais, et non des moindres, puisqu'il était référent quand il est sorti il y a quelques années. Voici donc son restylage, sa phase 2 comme on veut. C'est l'essai du Mazda CX-5, on se retrouve tout de suite après. Chez Mazda, on essaye le nouveau CX-5, ce SUV, on va dire, qui est à cheval entre les segments C et D. Ça fait 4,50 m, donc c'est un peu plus gros qu'un Attega, un peu plus petit qu'un Stelvio ou qu'un XC60. Je suis avec Michel Holtz. Salut Michel. Salut. Michel, le premier truc que Mazda a un peu changé sur ce CX-5, c'est le design, mais c'est pas non plus un truc complètement bouleversant dans le changement. Non, c'est pas révolutionnaire, mais il faut pas oublier que le premier CX-5, ça c'est la deuxième génération, c'est celui qui avait réellement marqué le changement de design chez Mazda. On est parti à peu près de n'importe quoi pour aller faire quelque chose de plutôt beau, de plutôt italien. Mais c'est ce qui a fait la révolution Mazda, c'était ce premier CX-5. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Et là, c'est un ajustement plutôt qu'une révolution. En fait. Voilà, la calandre est un petit peu plus ouverte, un petit peu plus profonde même. Mais plus effectivement, c'est plus dynamique, mais on reste sur la bonne base du CX-5. À l'intérieur, là, c'est pareil. On améliore une base qui était déjà pas mal, avec beaucoup plus de qualité perçue, des assemblages qui là pour le coup ils pouvaient effectivement laisser un petit peu à désirer encore sur certains aspects dans les générations précédentes, mais là on est dans la qualité dans les standards allemands quasiment. On est quasiment dans le premium, du moins une entrée premium à la Volkswagen. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il reste quand même quelques petits défauts, et notamment ce petit écran multimédia qui est plutôt petit, parce que les générations qui arrivent de chez tout le monde voient des écrans de 8 pouces, 9 pouces, voire plus. Et là, on reste sur quelque chose de petit, avec un système qu'on retrouve sur les précédentes Mazda, qui n'a pas trop évolué quand même. Alors, on a essayé deux versions de ce CX-5. La première qui était un 2 litres essence de 165 chevaux. Là, on est actuellement dans la version 2 litres 2 diesel 175 chevaux. Entre les deux, Michel, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment photo. Malheureusement non, il n'y a pas photo, et on est presque obligé d'aller vers le diesel, parce que c'est pour une raison simple, c'est que Mazda s'entête à ne pas faire comme tout le monde, ce qui lui réussit souvent, mais à privilégier une grosse cylindrée atmosphérique plutôt que du downsizing petite cylindrée turbo en essence. Et donc sur ce coup-là, ça marche sur un MX-5, mais ça marche pas sur un CX-5. Là c'est simple, sur cette version on a quasiment exactement 2 fois plus de couple que sur la version essence. On est autour de 400 Nm de mémoire, j'ai pas le chiffre en tête, contre 200 ou 210 sur l'essence.
Donc voilà, en termes d'agrément, il n'y a pas photo. En fait, ce regain de puissance et de coupe, ça permet une conduite beaucoup plus coolée, beaucoup plus tranquille. On n'est pas en train de se demander si on va pouvoir doubler. On peut doubler. Avec l'essence, c'est plus compliqué. Il faut jouer du levier de vitesse, il faut mettre la voiture dans les tours pour être sûr d'avoir quelque chose sous le pied. Donc on est moins serein finalement. Ces moteurs atmosphériques Mazda ont quand même une qualité. C'est que dans leur genre, ils ne consomment pas tant que ça. On a fait autour de 9 litres avec l'essence. C'est beaucoup dans l'absolu, mais pour un moteur comme ça, dans les tours, c'est pas énorme. Voilà, là, tu vois, l'afficheur me dit 8 litres sur le diesel. Donc voilà, c'est pas vraiment sur la conso qu'on va faire la différence parce que on peut la combler par le prix à l'achat largement. Il y a une version 2,5 litres essence qui va arriver en fin d'année, mais bon, ça va être totalement marginal. Mais elle aura un intérêt, c'est qu'elle aura l'usage qu'elle aura. Mais elle aura un intérêt parce qu'elle aura la désactivation des cylindres, donc permettra de fonctionner sur la moitié des cylindres. Donc ça vaudra le coup quand même de revenir dessus pour voir ce qu'elle apporte et si cette technologie n'est pas trop coûteuse à l'achat et en malus. Alors on va parler un petit peu de la conduite, des sensations de conduite. Jusqu'à maintenant, le CX-5 il était assez référent en la matière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Michel. Non, mais totalement. C'était, pour ceux qui n'aiment pas les SUV, c'était le seul, un des rares avec Subaru peut-être, qui pouvait convaincre des gens qui n'aiment pas du tout les SUV à cause de la position de conduite, à cause d'un châssis vraiment, vraiment bien, comme toujours chez Mazda, d'un étalement de boîte, d'une direction, enfin c'est un peu l'Alfa Romeo japonais quand même. Et alors voilà, c'est justement, c'est assez rigolo que tu cites cette marque parce qu'on en discutait avec des confrères. Le CX-5 maintenant il a un défaut, c'est qu'il y a l'Alfa Romeo Stelvio qui est arrivé et qu'en termes d'agrément et de châssis, Alfa a pris clairement la position de référent du marché. C'est vrai, mais référent du marché, mais dans une autre gamme quand même, parce qu'il est en entrée de gamme, on est presque à 10 000 € de plus chez Alfa Romeo. Alfa Romeo s'est dit, nous, on n'est plus dans l'entry premium comme Mazda ou Volkswagen. Oui, ils veulent aller taper du Q5, du X3. Ces nouveaux ennemis sont allemands, ils sont plus japonais. Et donc Mazda est finalement un petit peu seul encore sur ce marché. Avec Volvo. Avec Volvo qui risque d'être un peu plus cher. Ouais. Le XC60 qu'on va faire bientôt, on n'a pas encore les tarifs, mais nous le dira assez vite. Je pense que Volvo va aussi taper plutôt vers les Allemands. Ouais. Et donc, finalement, on est dans des prix autour de 30 000 € au départ, 32 000 € je crois. C'est du CR-V, ça va être du Koleos. Koleos peut-être un petit peu moins, va peut-être en dessous, mais on est dans la gamme 3008 Tiguan, et donc à des tarifs assez similaires à 5% près. Et dans cette gamme-là, le Mazda reste peut-être le plus sportif quand même. Bon alors, si on cherche un SUV, on le met sur la liste ou pas, le CX-5? Ah mais moi qui hais les SUV, s'il y en a un à acheter, c'est celui-là, vraiment. Ouais. Ah ouais, toi voilà, comme ça c'est réglé. Michel achète le CX-5. Mais encore une fois, si je peux donner un conseil, il faudrait couper cette séquence parce que si tous nos nombreux téléspectateurs apprennent que c'est une excellente voiture, ils vont l'acheter. Donc Mazda va en vendre beaucoup, ils vont pas me faire de remise si je vais en acheter. Michel en fait, il passe sa vie dans les concessions Mazda. Il voulait déjà acheter la Mazda 3. Ah, ça, c'est vrai, à chaque fois qu'il y a une nouvelle Mazda, je passe le message comme ça. C'était ta voiture préférée, la précédente version. Je me souviens, on l'avait essayé ensemble en Espagne. Toujours. Comme je répète souvent, depuis des années, il y a si quelqu'un veut par hasard acheter un SUV, ce que je ne conseille à personne, mais si vous voulez absolument acheter un SUV, il y en a deux de jouables, c'est le Mazda CX-5 et le Subaru VM. Tous les autres, vous pouvez oublier. Le Subaru, pour le coup, qui est encore moins connu que Mazda, parce que Mazda a comme une petite notoriété, mais Subaru, aujourd'hui, c'est une marque confidentielle en France. Ouais. Oui, il faut déjà se vend très, très bien en Suisse. Les gens pensent pensent que c'est une marque suisse, mais en fait, ça se vend très, très, très mal en France. Et pourtant, ce sont effectivement d'excellentes autos. Driss, toi aussi, tu as été séduit par le design. Tu n'as pas essayé la voiture, mais quand tu as vu les images de la calandre, c'est au premier abord, moi, j'avais vu des photos passer. Je me disais, qu'est-ce qui a changé? C'est là, sur vos images, que j'ai remarqué ce sont des détails, des touches des petits détails ici et là, mais c'est vrai que cette calandre est très jolie, et puis surtout ces feux, j'aime beaucoup les feux comme ça, tu sais, qui sont plus petits,
et beaucoup plus dynamique. Donc c'est très réussi, je trouve. Nico, un petit avis sur... Écoute, moi j'aime bien le design Mazda depuis quelques années. Je trouve qu'ils font vraiment des choses très très jolies. Même quand on parle de la Mazda 2 déjà, je trouve que c'est l'une des plus jolies et des plus agréables à rouler de la catégorie des citadines, enfin les polyvalentes. Ils arrivent à mélanger l'esthétisme avec le style japonais qui est souvent très torturé et qu'on a parfois un petit peu de mal à capter en France, enfin en Europe. Des fois, je rappelle que le premier qui avait réussi cette synthèse-là, c'était Lorenz Vandenacker, qui était chez Mazda avant d'être chez Renault. Donc là, on arrive à la fin de ce cycle. Qui est à l'origine du style Mazda actuel. Tout à fait. Et donc maintenant, on va voir ce que le nouveau directeur du design va nous faire. C'est vrai que leur design Kodo, pour le coup, de toutes les japonaises, c'est plus réussi. Parce que chez d'autres constructeurs, à chaque fois, tu te souviens, on fait un peu la tronche quand on voit c'est très typé japonais, ceci dit. C'est Toyota, si tu nous écoutes. Honda, si tu nous écoutes. Encore que Toyota, ils ont sorti des choses un peu plus originales. Oui, c'est original. Après, on dit parce que avant, c'était plutôt classique pour être vendu dans le monde entier. Maintenant, il y a l'original torturé. C'est vrai qu'il y a au moins, un glissement. C'était pas le cas avant. Allez, une petite nouveauté qui sera dans les concessions à la rentrée. Quand je dis une petite, c'est parce qu'à l'origine elle était petite, mais elle n'en finit plus de grandir. C'est la Volkswagen Polo, aujourd'hui quasiment aussi grande qu'une Golf génération 4. On l'a découverte il y a quelques jours à Berlin, on vous la présente dans le garage. Alors en quelques mots, cette nouvelle Polo, c'est la meilleure Polo jamais faite. C'est une voiture qui a la taille d'une Golf génération 4. Tous les équipements de sécurité, théoriquement du niveau supérieur. Donc on a vraiment tous les éléments de sécurité, de conduite autonome. Donc c'est ça la nouvelle Polo. Alors sur le marché français, cette voiture est particulièrement importante car le marché est le plus important. Le marché des véhicules compacts de ce type est le plus important, ce qu'on appelle le segment B. Donc la nouvelle Polo est extrêmement importante pour nous. C'est notre modèle numéro 1 en France. Et donc il est évident que pour nous ce lancement est un élément majeur pour notre clientèle à particulier et notre clientèle société. Alors la gamme en fait sera une gamme relativement classique. On aura d'abord un niveau d'équipement inférieur, enfin le niveau d'équipement de base qui sera très bien équipé, déjà avec beaucoup d'éléments de sécurité et de conduite autonome comme je l'ai dit. Ensuite il y aura une version Comfortline qui sera en fait le corps de volume sur lequel on déclinera une version business pour nos sociétés. Et puis ensuite on aura une gamme en Y avec d'un côté ceux qui choisiront plutôt des versions sportives, donc dont la GTI qu'on a derrière moi et qui sera vraiment la quintessence de ce qu'on fait sur GTI. Et puis il y aura des versions plus confort, luxe, avec Cara et Cara exclusive. Voilà. Nous n'avons pas prévu de développer de versions électrifiées, nous n'aurons que des versions essence et diesel. La raison est très simple, c'est que Volkswagen a fait le choix de lancer dès 2020 des versions spécifiquement électriques, donc le décliné de la version ID. Et donc aujourd'hui le choix qui a été fait est de rester sur des moteurs thermiques classiques, essence et diesel. Et au niveau des prix, ils ne sont pas encore totalement finalisés, donc voilà, puisque la voiture sera commercialisée à partir de mi-octobre. Mais ce que je peux dire, c'est que les prix seront extrêmement contenus et très proches des prix que l'on connaît actuellement sur la Polo. Alors voilà, Michel, la semaine dernière on parlait de l'Arteon et tu étais très circonspect. Là on est dans l'identité de Volkswagen avec la Polo quand même. Oui, mais alors il faut pas oublier qu'on est dans l'identité de Volkswagen d'avant le Dieselgate, parce que une voiture à concevoir, ça met 3-4 ans. Le Dieselgate en dehors des 15 milliards, ce qui est déjà un coup de fouet pour une marque, mais ça remet en cause plein de choses chez Volkswagen, y compris cette espèce de routine où on renouvelle la Polo qui est, on va nous dire encore une fois, comme ça fait 20 ans qu'on l'entend, c'est la Mini Golf. Alors ça on l'entend tout le temps. Là oui, elle est équivalente à la Golf 4, la précédente, oui, elle est équivalente à la Golf 3, etc. C'est vrai. Une routine qui s'installe, hop, on reprend les standards design de la marque avec les barres à l'avant et on met tout ça en place. Mais le vrai changement chez VW, qui là est en cours de conception, on va l'avoir comme le disait le boss de VW France dans 2-3 ans. Ouais. Avec ID et les produits électriques. Mais ça marche en même temps, enfin ce que tu me dis sur la Polo. Ah bien sûr ça marche. Sur la Polo, ça a toujours fonctionné. Absolument. La Polo est l'une des voitures les plus vendues en Europe. Je crois que c'est la Golf numéro 1 et la Polo numéro 2. Et pour une raison
raison simple, et en plus cartonne. avec un design qui évolue très très peu d'une génération à l'autre, c'est ce qui leur fait des cotes d'occasion super fortes, vu que les voitures se ressemblent. Donc le type qui achète une Polo 3, eh ben, il passera pas pour un pingre devant son voisin qui vient d'acheter une 4. Il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, le Dieselgate commence à changer tout ça. Bon, je trouve que visuellement, elle a quand même évolué. Enfin, elle ressemble pas vraiment à une Golf. Enfin, elle est un peu, elle est plus. Je sais pas, le style est un peu différent quand même. L'arrière est plutôt réussi pour une petite auto. Il faudra voir ce que ça donne en habitabilité. Il y a quand même beaucoup de travail. Après, ça reste classique. Elle est plus habitable que la Polo actuelle. Elle est plus grande. Donc, alors, il y a eu un gros boulot sur l'empattement à ce moment-là. Absolument. Driss ? Bah, moi je t'ai dit, je l'ai pas vu, je l'ai pas essayé. Enfin, l'essayer c'est normal. C'est normal. C'est la même plateforme que la Seat Ibiza, absolument, c'est bien tout à fait. Et que la future Audi A1 également. Donc et que le T-Roc, leur petit SUV urbain, qui va arriver débarque. aussi. Tout à fait. Toujours sur la même plateforme MQB que la c'est pas MQB, là c'est la MQB 0. Je crois MQB 0. C'est une nouvelle plateforme. C'est une évolution. Ouais. Je suis désolé, on va encore parler. Alors c'est pas vraiment un SUV. C'est un crossover. C'est un crossover. Voilà. C'est le SUV qui s'assume pas, c'est le monospace qui s'assume pas. Non, c'est pas un 4x4, tu vois. Alors pour le coup, c'est assez intéressant parce que il est présenté comme un crossover par la marque. Je veux parler de l'Opel Crosslandix qui a des petites cousines françaises. C'est pas inintéressant. On regarde l'essai puis on se retrouve pour en parler. Voilà, on vous l'a présenté au moment du salon de Genève. On essaye aujourd'hui le Crosslandix. Je suis avec Damien Relier. Salut Damien. Le Crosslandix, la cousine du Peugeot 2008, Damien. Voilà, et de la nouvelle C3 Aircross. Alors, écoute Damien, on va commencer par l'extérieur. On va parler un petit peu du design. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle a l'air plus grande qu'un Mocha X, alors qu'en fait elle est plus petite et même sensiblement plus petite puisqu'elle fait 7 cm de moins en longueur. Voilà, c'est ça, on est à 4,21 m avec cette voiture. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est un peu plus longue, un peu plus haute. C'est aussi peut-être une volonté d'avoir voulu marquer un peu cet effet monospace, mini-space. C'est ça. Opel dit que c'est un crossover, croisement entre un monospace et un SUV. Ce qui ne veut pas dire qu'Opel ne fait pas de SUV, mais positionne ce Crosslandix comme quelque chose de plus familial, peut-être plus féminin aussi, c'est pas misogyne de dire ça. Voilà, et le côté viril finalement est un peu baroudeur est laissé au Mocha X qui reste dans la gamme et lui qui peut disposer de transmission 4x4 contrairement à ce Crossland. Voilà, donc cousine de la 2008, elle partage beaucoup de technologies évidemment avec ses cousines. En revanche, Opel a gardé une présentation intérieure typiquement Opel quoi. Hein. Ah oui, on retrouve l'environnement qu'on peut retrouver sur une Astra par exemple, avec cet écran qui avance, là, cet écran central qui avance vers les passagers, et une instrumentation somme toute assez classique. Ouais, moi j'aime bien. Il n'y a pas de fioriture, non. C'est bien fait et on a une finition quand même qui est très propre. Moi j'aime bien d'abord parce que j'aime bien les instrumentations analogiques, hein. Bon ça, je crois que vous commencez à en avoir l'habitude. Et puis elle est bien dessinée, donc elle est claire, elle est lisible. On peut, si on apprécie avoir l'affichage tête haute, il est atterri sur cette finition haut de gamme. Les matériaux sont conformes à ce type de gamme, c'est pas du premium, mais bon, c'est bien fait. Les plastiques sont un peu durs sur certaines parties. Bon, c'est moussé sur la planche de bord, mais ça reste un moussé un peu dur. Mais bon, voilà, ça prendra pas de rayures, c'est pas mal. On va parler un peu du confort, parce qu'on nous a vendu des sièges ergonomiques. C'est une certification qui s'appelle AGR en Allemagne. Alors ils se règlent dans des tas de positions possibles. Ils ont quand même un petit défaut, Damien, en tout cas toi et moi on partage cet avis, c'est que ils sont un peu étroits au niveau de l'assise. Oui, alors c'est peut-être parce qu'on a un gabarit alors c'est vrai que je me sens pas très féminin. Là pour le coup c'est clair. Ouais. Ça manque un peu de largeur, un peu de profondeur. Ça manque un peu de largeur. En revanche l'assise, la longueur de l'assise est réglable. Donc ça c'est très bien. On peut, si on a des grandes jambes, soutenir jusqu'au genou si on en a besoin. Donc ça c'est plutôt bien vu. Effectivement il y a les réglages lombaires, tout ce qu'on veut. Donc voilà. Si on est de la bonne largeur, je pense que ces sièges sont parfaits pour des adultes, c'est-à-dire un petit peu large comme nous. On va être un petit peu à l'étroit.
Là, on essaye une version essence, donc le 1 litre 2 130 chevaux, qui est le bloc 3 cylindres PSA. Moi, je l'aime bien, ce moteur. Il a un joli son. Voilà, et il reste assez discret, on l'entend un petit peu quand on est à pleine charge, mais c'est beaucoup moins bruyant qu'un modèle diesel équivalent. En plus de ça, il contient bien ses vibrations et sa sonorité un peu typique du 3 cylindres. Donc non, c'est très agréable. En fait, on entend plus les bruits de roulement dans cet habitacle que les bruits du moteur, ce qui peut être d'ailleurs un peu fatigant sur les longs parcours. Mais voilà, donc le moteur est sympa, il est vivant. On a essayé la version diesel également. Comme tu l'as dit, elle est un peu plus sonore. Alors, en revanche, là où je m'attendais à être un petit peu gêné sur le diesel, c'est que, et ce qui n'est pas le cas, donc, c'est que le surpoids du diesel ne se fait pas trop sentir au volant par rapport à cette version essence. Les deux véhicules restent dynamiquement plutôt pas mal. Oui, c'est une bonne surprise et on sent peut-être finalement l'apport châssis. La touche PSA. Voilà, exactement. En règle générale, on a des Opel qui sont réglés plutôt fermes, qui ne sont pas des voitures qui vont jouer le dynamisme à tout prix, mais qui sont quand même assez fermes. Et là, on a une voiture qui finalement est un peu plus avenante au niveau de l'amortissement. C'est plutôt sympa pour le passager, c'est plus confort, mais elle n'en perd pas pour autant son dynamisme. Et hier, on a pu le voir sur les petites routes là en Provence. On a une voiture qui est bien équilibrée, qui reste stable sur ses appuis. Absolument, même dans les petits virages. Quand on fait des changements d'appui rapides, le train avance parfaitement. Un petit défaut, la direction qu'on trouve un petit peu légère. Ça manquerait un petit peu plus de résistance justement pour améliorer la précision de conduite. Voilà, donc un crossover orienté famille, assez habitable. On l'a vu, le volume du coffre, on n'a pas parlé, est donné pour 410 litres, ce qui est plutôt bien dans la catégorie. Voilà, ça peut aller même jusqu'à 500 litres si on a l'option avec la siège coulissant. Voilà, banquette arrière coulissante. Damien, dans la catégorie, tu dois acheter imaginons que tu dois acheter un petit SUV monospace, appelons ça comme on veut, urbain. Est-ce que tu la mets sur ta liste Alors oui, je la mettrai sur ma liste dans le sens où on a vu les dernières nouveautés qui jouent sur un registre très exubérant au niveau du style. On a le Toyota CHR, le Hyundai Kona très récent, le C3 Aircross qui sont des véhicules avec un style très clivant. Là, on est sur un véhicule peut-être un petit peu plus classique et un peu plus élégant aussi et qui plaira peut-être davantage au plus grand nombre. Bah écoute, moi je vais dire à peu près comme toi, avec s'il faut choisir une version essence, parce qu'elle est plus cohérente, plus souple, plus agréable, enfin, plus beaucoup de choses d'ailleurs, et elle est moins chère. On est sur ce modèle haut de gamme à 26 000 €. Avec une motorisation diesel, on est à 27 000 € avec des puissances comparables sur une finition inférieure, donc avec moins d'équipement. Voilà, donc on va largement s'y retrouver en termes de prix et même au moment du passage à la pompe, on va avoir du mal à éponger cette différence de tarif. Donc voilà, un 1 litre 2 130 chevaux essence. Dommage qu'on puisse pas avoir la boîte auto sur cette finition, en tout cas sur cette motorisation en tout cas maintenant, mais ça paraît être le choix le plus cohérent. Michel, Opel joue un peu la carte de l'austérité avec ce Crosslandix. Est-ce que ça peut marcher ? C'est pas vraiment, je parlerai pas d'austérité parce que quand même c'est d'ailleurs une voiture symbolique, c'est un châssis, une plateforme PSA qui est servi à la base à 2008 et qui lui joue dans la ligne le côté protestant de Peugeot et le côté très triste. Et qui sert aussi à C3 Aircross qui pour le coup est plus exubérant. Oui, bien sûr. Citroën aujourd'hui fait dans la fantaisie et les paillettes, mais il est un peu au milieu. Ouais. Il y a des versions un peu, Crossland. Je crois que j'avais vu la présentation statique. Ils font des versions un peu chic, féminines, un peu sympa, avec des intérieurs sympas. Je pense qu'ils peuvent jouer une carte sympa. C'est vrai, tout à fait. Mais si on le prend basique avec la même couleur toit et carrosserie, il n'est pas totalement exubérant. Il y a évidemment cette petite découpe à l'arrière qui rappelle l'Opel Adam, qui est soi-disant entre nous la meilleure Opel qui ait jamais été construite.
Mais ce La Crossland, plus sympa en tout cas. Oui, en version un peu. C'est la micro-citadine. Et ce Crossland, c'est quand même un symbole. Il arrive en concession un mois à tout casser après le rachat d'Opel par PSA. Et donc, hop, on se dit, il y a la première voiture qui arrive, déjà, ça va super vite. Bon, évidemment, non. C'est un vieux partenariat qui a 4 ans. Mais donc, le temps de faire ce Crossland, mais qui, quand même, qui est vraiment une bonne surprise, je trouve, pour ma part. Alors, pour parler justement de ces 3 ans de développement, etc., je vous invite à regarder sur le replay l'émission de Genève qu'on avait consacrée justement au rapprochement d'Opel et de Peugeot. Et on avait interviewé le designer du Crossland, donc allez-y rechercher, c'était début mars, vous la trouverez sur le site. Toi tu l'as pas essayé, non. J'ai pas essayé grand chose aujourd'hui, c'est un peu embêtant. Mais t'as essayé quand même beaucoup de choses au-delà de ça. C'est vrai. Non, je vais te poser la même question qu'à Michel. Ce côté justement un petit peu sage. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que alors il y a le 2008, Michel le disait, il y a la C3 Aircross qui sont deux qui est beaucoup plus fun, qui a un look très très affirmé. Et on parlait du CHR qui se vend comme des petits pains et qui pour le coup est très exubérant, très clivant. C'est une gueule, le CHR. Après le CHR est peut-être, est-ce qu'il n'est pas un peu plus cher? Est-ce qu'on n'est pas un cran au-dessus en termes de taille? Il est hybride, il y a les Toyota. C'est ce qui fait son prix. Mais c'est un segment qui permet la fantaisie, effectivement. Le Capture, quand il est sorti, on le trouvait quand même très très fantaisiste. Le Juke, ça a été le truc qui a lancé ce segment quand même. Mais je pense qu'ils ont leur place à prendre, ne serait-ce qu'au niveau. Alors, c'est sûr que par rapport aux 3 marques, c'est pas forcément évident. Il faut vraiment se positionner clairement. Et là, on va rejoindre un peu les gens du marketing en disant que là, il faut vraiment qu'ils travaillent efficacement sur des images bien spécifiques pour les 3. Sinon, ça va se bouffer parce que il y a quand même un réseau très développé pour Opel. Va au moins récupérer sa clientèle traditionnelle qui va chez Opel parce qu'on est cousin du concessionnaire depuis des siècles. Mais il va aussi garder les gens qui allaient vers des petits SUV d'autres marques et c'est une manière de les capter et c'est parfait pour ça. Messieurs, ce sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Nico Edem, Michel Holtz. Merci aussi à Benjamin à la réalisation pour cette dernière de la saison. On se retrouve, j'espère, à la rentrée. D'ici là, tout l'été, n'oubliez pas les rediffs de la saison et des précédentes si vous voulez. 24h sur 24, il y a le replay également. Les programmes continuent sur Watch. Salut.